Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du Spot, le podcast où on parle de géomatique et plus largement là, de géosciences. Avec moi, comme à l'habitude, mon célèbre co-animateur Jonathan. Ça va bien? Oui, toi, salut. Oui, ça va. Hey Jonathan, qu'est-ce que les gens d'Abtech ont à nous offrir cette semaine? Qu'est-ce qu'ils manigancent encore? Ben, merci aux partenaires. Donc, merci à Abtech. Toujours le même service à la clientèle impeccable. Également, ils nous parlent beaucoup là, de leur nouveau système là, GNSS FLX100. Dans le fond, c'est une petite antenne là, qu'on met au téléphone, puis qu'on est capable d'obtenir une correction pour avoir une précision, une autre précision. OK. Puis également, de l'autopôle AP10 là, qui révolutionne, dans le fond, la pôle pour la station totale, qu'on peut incliner, qui peut faire plusieurs corrections. Donc, ça évite beaucoup de post-traitement, en fait. OK. Ouais, puis non, c'est super intéressant. Puis également, merci beaucoup à notre partenaire Balise. Oui, Luc Vaillancourt. Luc Vaillancourt, merci encore de nous soutenir. Dans le fond, consultant en géospatial. Exact, mise en marché de produits géospatial. Ouais, une référence, je pense, dans le domaine. le confesseur officiel de la géomatique au Québec. Oui, c'est ça. Hein? Exact. Hey, cette semaine, podcast, je pense... important. Très hautement technique, je crois. Ouais. On reçoit Madame Sylvie Daniel de l'Université Laval. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci de me recevoir. Ben, ça fait plaisir. Une femme? ça fait du longtemps bien. qu'on n'a pas eu une femme. On en a eu une au début, là, mais là... on en veut. Nous aussi, on en veut. Ben oui, tout à fait. Est-ce que... peut-être une première question rapide, puis après ça, on passerait peut-être plus à ton parcours de géomaticienne, mais est-ce que dans le cadre de ton parcours, tu as pu remarquer une augmentation ou une diminution de la quantité de femmes dans le domaine ou... En tout cas, au département, au niveau des cohortes étudiantes, je pense qu'on a une bonne représentativité des femmes et des filles en géomatique comparativement aux autres domaines du génie. OK. Donc, je pense qu'on est quand même assez bien lotis. Là. On a une belle représentativité. Je dirais peut-être autour de 20, peut-être 25% des cohortes parfois. OK. Puis, ça fonctionne bien et on voit qu'il y a de l'intérêt. Aussi bien du côté plus arpentage que du côté génie qu'on a, puisqu'on forme des deux côtés. Donc, a priori, c'est un domaine qui intéresse les femmes. C'est toujours un petit peu, nous, notre point faible, c'est de faire connaître le domaine. Donc, je pense que quand... les étudiants ou les futurs étudiants regardent du côté de la géomatique, on leur présente les opportunités, ils vont vraiment avoir un intérêt. Okay. La difficulté, c'est d'amener cette visibilité-là du domaine auprès de ces jeunes et puis qui cherchent justement... Au niveau du génie, surtout? Pas uniquement, pas je pense. Pas génie, OK. Je dirais que là où le côté arpentage est peut-être un petit peu favorisé, c'est qu'il y a souvent une tradition familiale ou une présence familiale dans les étudiants qu'on a au fil des ans dans le volet plus arpentage. Il y a un parent, un oncle qui a son propre bureau, qui fait que le métier est connu, puis ça a quelque part pavé la voie pour prendre la succession. Génie, c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas cette filiation quelque part. Là. Le génie géomatique, c'est quand même relativement récent. Absolument, là, c'est... Ouais. On a commencé à avoir vraiment un agrément en 2010. Donc là, il s'est fait renouveler au fil des ans. Il s'est bonifié. Je pense que la spécification maintenant de ce que c'est le génie géomatique est un petit peu plus claire. L'Ordre des ingénieurs du Québec aussi nous a aidés là parce qu'ils ont révisé la loi sur les ingénieurs. Okay. Puis là, il y a plus de place pour les nouveaux domaines du génie qui touchent plus à la donnée, à l'informatique. Avant, on était un petit peu plus sur des domaines durs.
classique, génie civil, mécanique. Donc, on se retrouvait pas trop là dans ce qui constituait un petit peu les ingénieurs. Maintenant, on retrouve beaucoup plus notre place. Donc, je pense que tous ces éléments-là vont faire que le génie géomatique, on va apprendre à le connaître. Il va se faire reconnaître aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis, je pense que un enregistrement comme aujourd'hui, là, ça aide aussi beaucoup. C'est ce qu'on se fait dire. Est-ce que c'est le génie informatique qui a mis un petit peu, genre, dans le fond, l'ordre des ingénieurs sur la traque je pense, mais peut-être mieux intégrer ces professions-là? Oui, il y a quand même beaucoup de nouveaux domaines du génie qui émergent, la bio-ingénierie. Donc, c'est sûr qu'il y a le volet informatique, génie logiciel aussi, où c'est plus trop du tangible là, qu'on manipule. Mais donc, je pense qu'on est plusieurs domaines du génie qui ont quelque part motivé cette évolution-là. Puis aussi dans la pratique, là, on se rend compte qu'il y a des nouveaux métiers. Donc, il faut mettre en cohérence aussi un petit peu l'ordre en fonction de ces nouveaux métiers. Puis, ça attire des jeunes pour aller se former dans ces domaines-là. Donc, il faut être cohérent aussi dans ce qu'on propose après dans le domaine professionnel pour les accompagner. Là. Ah, tout à fait. Mais je pense que, tu sais, en plus, dans le fond, ta présence va faire un peu en sorte d'office d'ambassadrice du département. Finalement, c'était pas ça le but à la base. Mais sinon, tu viens d'où? T'es né où? Moi, je viens d'un petit peu plus loin. Comme dit, c'est mon accent, des fois, me trahit. C'est pas tout le monde qui le note, mais je pense quand même. Donc, moi, je viens de la France, de la Bretagne en particulier. Et donc, j'ai fait toute ma formation, toute ma scolarité en France. Donc, une formation en génie électrique. Donc, à la base, je suis génie électrique avec une spécialisation en informatique industrielle. Donc, déjà... plus une orientation là, vers l'informatique, mais le côté génie électrique m'a toujours gardé du côté des capteurs aussi, au niveau des systèmes. Puis, j'ai fait une spécialisation en imagerie et intelligence artificielle à l'époque. Déjà, c'est ça, l'intelligence artificielle. Tu parles de 95. 95, intelligence artificielle. Oui, c'est ça. Mais c'était le volet, justement, qui essayait d'émerger. Même, on parlait déjà de réseaux de neurones, on parlait de raisonnement, etc. Mais on n'avait pas ce qui a fait que ces domaines-là ont levé, c'est-à-dire la puissance de calcul et la donnée. C'était vraiment ça, les deux freins. Puis, donc, il y avait des choses qui fonctionnaient. Quel genre de données? Parce que je veux dire, il y avait des images numériques quand même. Oui, mais la donnée massive, vraiment. Okay. Quand on parle de ce qui est nécessaire vraiment là, pour faire apprendre des réseaux qui ont c'est surtout cette capacité de s'appliquer à un contexte élargi. Les approches qu'on voyait ou qu'on appliquait à l'époque était beaucoup plus, on a un problème, on a un contexte, on amène la solution sur le contexte, ça fonctionne. Maintenant, le contexte change un tout petit peu. Possible que j'ai à reprendre un petit peu toute ma procédure et puis mes choix pour faire fonctionner sur ce nouveau contexte qui n'est finalement pas si différent du premier. Et donc, l'accès à cette donnée massive qui amène énormément d'exemples à apprendre, c'est ça qui nous donne un peu plus de flexibilité là, pour apprendre une fois, puis espérer l'appliquer sur plein d'occasions. C'est ce qu'on appelle en intelligence artificielle, je pense, la capacité de généralisation. Absolument. C'est absolument ça, ouais. Puis, en fait, c'est intéressant parce que moi, j'avais écouté justement un podcast où est-ce que l'animateur disait... Les algorithmes d'intelligence artificielle, on les connaît depuis relativement longtemps, mais c'était vraiment ce qui manquait, la puissance de calcul et les données, mais pas seulement les données étiquetées, parce que c'est ça l'enjeu, je pense, en intelligence artificielle. Tout à fait. Là, si on veut apprendre, on veut savoir qu'est-ce qu'on a à apprendre. Donc, on donne la donnée, on dit, quand tu vois ça, voici ce que tu dois reconnaître. Et donc, l'association des deux fait effectivement office d'apprentissage. Et puis, c'est ça, effectivement, qui a aidé à lancer ces algorithmes-là d'apprentissage profond, c'est d'avoir accès à cette donnée massive, mais cette donnée qui est renseignée, c'est pas de la donnée anonyme.
Puis là, les approches sont en train d'évoluer justement parce qu'on voit le coût associé à aller annoter, obtenir ces labels, etc. Donc, de plus en plus, on essaye d'ouvrir des nouvelles pistes de recherche qui vont nous amener sur l'apprentissage, mais non supervisé, donc sans données étiquetées à la base. Mais toujours des données massives. OK. Puis, donc, après ça a été comme un bac ou... Donc, après mon diplôme d'ingénieur, comme je dis, j'ai fait ma spécialisation en images et intelligence artificielle. Donc, c'était l'équivalent d'une maîtrise. OK. Et puis, après ça, là, j'ai poursuivi au doctorat. Puis, c'est là où j'ai plongé. Je suis partie dans l'imagerie sous-marine. Donc, le projet qui faisait l'objet de mon doctorat, c'était faire de la reconstruction 3D d'objets présents sur les fonds marins à partir de l'imagerie acoustique. Ça, c'est ici ou c'est toujours en France? En Bretagne, j'imagine? Oui, toujours en Bretagne, à Brest. Où j'ai eu la chance de faire mon doctorat avec, à l'époque, ça s'appelait le groupe d'études sous-marines de l'Atlantique, le GESMA, qui était comme le groupe de recherche associé à l'Arsenal de Brest. Okay. Donc, quand on travaillait sur de l'imagerie sous-marine, là, c'était les objets, là, ce qu'on appelait des objets manufacturés, là, donc probablement des objets à risque pour la circulation des sous-marins. OK. Puis, c'est quoi la reconstitution se faisait par stéréoappariement? Absolument. On était sur des approches tout à fait équivalentes à du multivue, comme on le ferait en photogrammétrie maintenant, avec les enjeux du sous-marin qui sont pas de positionnement précis, là, parce qu'on n'avait pas de système de repositionnement, donc de la donnée bruitée, etc. Donc, il y avait un certain nombre de difficultés, mais sur les fondamentaux, là, on retombait sur les principes de photogrammétrie classique. Est-ce que le bruit, lorsqu'on fait justement du stéréoappariement sous-marin, comme par exemple la turbidité des eaux, tout ça, j'imagine que ça doit amener tellement de bruit. C'est pas là-dedans la turbidité des eaux que le capteur lui-même, l'antenne acoustique. Autant que si on part sur des capteurs comme le LIDAR, qui est un faisceau laser, il est très directif, il est très collimaté. Là, on sait où on cible, on a un faisceau, on met la puissance, il se dirige, on récupère l'information. En sonar, on est un peu comme en radar, c'est une antenne qui est ouverte. Donc, on envoie de l'onde qui interagit avec plein de choses, pas forcément que ce qui nous intéresse. Les trajets multiples viennent s'additionner et c'est ça qui crée de l'interférence aussi et qui crée notre bruit. Donc, il y a beaucoup de bruit qui est lié au principe d'acquisition, à l'antenne, le fait qu'on travaille avec des ondes qui sont non directives. Dépendamment du substrat aussi, je crois qu'il peut y avoir une pénétration. Absolument. C'est aussi le choix de la fréquence à laquelle on travaille. Donc, la spécificité de ces ondes, là, c'est quand même, elles voyagent très bien dans l'eau, mais on peut utiliser différentes fréquences acoustiques. Les fréquences les plus élevées sont celles qui vont nous amener le plus de précision, mais c'est celles qui se propagent le moins loin. Si on descend en basse fréquence, là, on va très loin, mais par contre, là... Surtout sous l'eau, hein, j'imagine. Je veux dire, tu peux aller en basse fréquence, tu peux aller tellement loin. Des kilomètres. Et puis, c'est là l'enjeu aussi de l'utilisation de ces systèmes-là avec les interactions avec les mammifères, parce qu'eux communiquent à ces fréquences-là aussi. Donc, ça perturbe énormément le milieu. Là, puis, c'est d'où la nécessité aussi d'avoir des zones là, protégées, puis de savoir justement, quand on utilise ces systèmes-là, l'impact que ça peut avoir. Si je ne me trompe pas aussi, il y a un enjeu peut-être pas lorsqu'on est en sous-marin, mais lorsqu'on est en bateau, il y a un enjeu de diffraction dans la colonne d'eau. Absolument. Du sonore. Du son. Là, exactement. Il y a de la diffraction dans le son. C'est ça, parce on travaille sur des ondes qu'on appelle mécaniques, donc on a besoin d'un support pour se propager. Dans ce cas-là, c'est l'eau, mais on est totalement tributaire des caractéristiques de ce milieu-là. Donc, dans l'eau, c'est ça, la température, la pression, la salinité, ça change. À chaque fois que le milieu change, un de ces trois paramètres-là change, ça crée un changement dans le milieu et il y a un phénomène de diffraction. C'est complexe. J'imagine que vous avez des filtres en post-traitement qui traitent... Qui traitent le bruit. On est obligé aussi de mesurer
mesurer justement la variation de la vitesse du son dans l'eau dans ce qu'on appelle la colonne d'eau, donc vraiment la distance entre la surface de l'eau et le fond. Donc c'est toute la donnée complémentaire qui est comme nécessaire pour qu'on soit capable après d'exploiter la donnée qu'on a collectée. Donc, en fait, pour faire le filtre, vous allez utiliser, je pense, un CTD, c'est ça? Ça fait partie, ça fait partie des instruments qui mesurent justement ce tracé de la vitesse du son dans l'eau. Donc, les CTD viennent mesurer salinité, température, pression. Puis, il y a ce qu'on appelle aussi les profileurs de vitesse du son dans l'eau, qui est une autre technologie où la mesure de la vitesse du son, elle se fait plus directement. Il y a un petit mécanisme qui fait qu'à chaque position du sondeur, on descend le profileur dans la colonne d'eau, puis à chacune des positions, on va aller mesurer la vitesse. Donc, si par exemple, on se retrouvait à faire un sondage, supposons dans l'embouchure d'une rivière d'eau douce avec de la rivière salée, on est dans une zone compliquée. On est dans une zone compliquée. Saguenay, Saint-Laurent, exactement, avec des mammifères. Exactement. Non, très, très compliqué. Donc, il y a beaucoup d'enjeux quand on touche au domaine sous-marin ou justement à l'hydrographie. Là, c'est très complexe parce qu'il y a beaucoup d'éléments de l'environnement justement qui viennent influencer notre capacité de mesurer ce qu'on souhaite mesurer. Là. Donc, et puis c'est un milieu qui est très bruité. Puis l'autre difficulté, c'est que c'est compliqué de se vérifier. Au niveau terrestre, je fais des levées, puis je vais aller sur place ou je vais aller chercher une image aérienne. J'ai beaucoup de ressources pour aller me confirmer ce que j'ai vu dans ma donnée. En sous-marin, à moins d'envoyer un plongeur. OK, c'est ça, je pensais, Est-ce que t'en fais? Non. Jamais été sous l'eau? Non, c'est ça. Jamais été sous l'eau? Non. Ah ouais? Moi, je suis une Bretonne de la terre. J'aime ça regarder la mer, mais de pied sur terre. Puis quand est-ce que vous avez décidé de venir ici? Après le professionnel, c'était pour quelle raison ici? Alors, j'ai voyagé avant ça, là, parce que mon doctorat m'a amené à travailler en Californie, en fait. Le domaine sous-marin et puis l'imagerie sous-marine, entre autres, là, c'est quand même très spécifique. Et puis, à l'époque où moi j'ai terminé, il y avait assez peu de bassins de recrutement au niveau des civils. Il y a beaucoup de centres de recherche ou de formations qui sont plus liés à la marine, au domaine militaire. Et donc, à la fin de mon doctorat, moi, j'ai été recrutée par justement une entreprise qui fabriquait ses propres sondeurs, propres sonars, et qui voulait développer une expertise dans le traitement de la donnée. Donc, je suis allée travailler 3 ans pour eux en Californie, toujours sur de la donnée imagerie sonar et puis multifaisceau, donc cartographie des fonds. Est-ce que c'était dans un contexte manufacturier comme... Oui, vraiment industriel. Donc, eux vendaient leur sonar et puis proposaient aussi des solutions logicielles pour ensuite traiter, extraire de la connaissance des données acquises. Donc, moi, je venais vraiment m'insérer plus dans le développement logiciel des solutions de traitement. Là. Puis, je me demandais, supposons, quand est-ce que, puis c'est un peu aussi pour nos éditeurs, là, mais quand est-ce qu'on va passer, par exemple, d'une acquisition avec un lidar bathymétrique vers une acquisition multibeam? Alors, le lidar qu'on appelle topo bathymétrique, lui fonctionne en général à des profondeurs maximales, je dirais, de 30 à 50 mètres. Vraiment, là, s'il est vraiment bon, puis il y en a des systèmes qui ont été vraiment développés pour se rendre dans cette gamme-là de 30 à 50 mètres, mais c'est pas tous. Souvent, là, on va être beaucoup moins bon en profondeur. Des fois, ça se limite à 10 mètres. Ah oui, OK. Au-delà de ça, là, c'est des systèmes qu'on n'est pas capable d'utiliser. Donc, forcément, dès qu'on va aller dans des profondeurs beaucoup plus importantes, au-delà de 30 mètres, au-delà de 50 mètres, il n'y a que quasiment le multifaisceau qui représente une solution.
Donc, c'est beaucoup ça qui va jouer, la profondeur, la qualité de l'eau. Le signal, qui est un signal optique du lidar topobathymétrique, souvent on travaille avec des longueurs d'onde qui sont dans le verre. C'est ça. Ça va être le contenu de l'eau. Perds, dans le fond, quand tu perds ton verre. Exactement. Mais est-ce que dans les 10 mètres, on obtient quand même une précision qui est adéquate? Ça dépend du capteur? Ça dépend du capteur, ça dépend du milieu, ça dépend ce qu'on veut faire. Mais oui, si le signal se rend jusqu'au fond, on va avoir une précision qui va être adéquate pour le type de cartographie qu'on veut faire. Surtout dans ces milieux peu profonds. Là. Est-ce que ça a déjà été utilisé à partir de l'eau? Oui, il y a des systèmes... mais qui ne sont pas des topos bâtis. Là, il y a des systèmes un peu de scanners laser sous-marins, vraiment pour scanner des infrastructures. Je suis moins connaisseuse dans ce volet-là. Je sais que ça existe. Et qui sont beaucoup plus pour aller numériser des structures sous-marines, des piliers de pont, par exemple, ou des éléments comme ça. Le lidar topo bâti, on reste sur de la cartographie grande échelle. On veut couvrir large, on veut aller vite, on veut être efficace. Donc, c'est vraiment plus dans ce domaine-là. Donc, c'est là où l'aéroportée nous amène une capacité, finalement, qu'on n'a pas aussi au niveau du multifaisceau. Le multifaisceau, effectivement, le bateau est sur l'eau. Donc, la couverture, elle est, somme toute, restreinte. Ça prend beaucoup de temps pour faire des levées parce que la couverture est limitée. Donc, tout l'enjeu de dire je suis capable de le faire depuis les airs m'amène une couverture qui est beaucoup plus grande, donc une efficacité de captage là aussi là, qui est accrue. Et le bénéfice aussi, c'est que je suis capable de faire l'interface. L'eau, les berges, la terre. Et puis ça aussi, c'est quelque chose qui nous manque de plus en plus, là, d'avoir cette continuité-là, parce que on le voit là, dans le contexte, par exemple, des inondations, là, d'avoir le fond de l'eau, là, c'est pas suffisant. L'eau, elle sort de son lit, et puis ça se répand sur la terre. Donc, on veut avoir cette continuité-là aussi. Là. Mais c'est intéressant aussi parce que le multibeam en tant que tel, lorsqu'on se rapproche, par exemple, des côtes puis qu'on tombe dans des zones peu profondes, ben on a très peu de couverture parce que c'est en angle. Donc, plus on va être dans des profondeurs, plus on va avoir... Sauf que là, on va perdre, par exemple, en précision. Exactement. Mais pour ceux qui ne connaissent pas ça, le multibeam, c'est quoi? C'est dans le fond, c'est un sonore avec plusieurs fréquences? Non, c'est un sonar. Donc, on utilise une fréquence en général à laquelle on le fait fonctionner. Puis, on va avoir quelque chose de très similaire en résultat à ce qu'on a en lidar classique aéroporté. Donc, on a des faisceaux. On a des faisceaux qui sont formés. Puis, les faisceaux touchent le fond. Pour chaque intersection avec le fond, on va voir une coordonnée 3D qui va être associée. Donc, on envoie une onde acoustique, on récupère du signal, on forme des faisceaux. Pour chacun des faisceaux, on va avoir une coordonnée 3D associée. Donc, la capture de la donnée avec un multifaisceau est un petit peu une approche de balayage, comme on a en lidar, sauf qu'au lieu d'utiliser une onde optique, on utilise une onde acoustique. Et donc, le choix de la fréquence va faire en sorte, comme je dis, qu'on va avoir des fréquences plus adaptées pour du plus profond ou du moins profond. Et il y a quelques systèmes maintenant là, qui commencent à être proposés, qui sont ce qu'on appelle du multifréquence. Et donc, qui en même temps vont envoyer des ondes quasi simultanément à différentes fréquences. Puis ça, c'est intéressant parce que l'onde acoustique, elle n'interagit pas avec les sédiments en suspension suivant sa fréquence. Donc, il y a des fréquences qui vont être bloquées un petit peu par les sédiments, puis d'autres fréquences qui vont passer à travers. Donc, en capacité de réellement cartographier le fond ou caractériser le contenu de la colonne d'eau, travailler avec ces nouveaux systèmes qui sont multifréquences, c'est cette nouvelle capacité-là qu'on va avoir accès. OK. C'est intéressant. La donnée, est-ce que ça ressemble à un nuage de points? Nuage de points. OK. Est-ce qu'il y a une donnée... Intensité? Oui, absolument. Il y a la force de retour aussi qu'on capte. Donc, avec ça, on est capable de travailler, on est capable de cerner qu'est-ce qui est quoi un peu? Oui, pour réellement avoir une caractérisation
de la nature du fond, souvent on ne va pas travailler sur le nuage de points, mais on va aller former ou utiliser ce qu'on appelle le signal backscatter, la force du retour. Puis souvent on est capable de produire cette donnée-là sous forme d'image. Donc vraiment, c'est un petit peu l'association LIDAR et caméra qu'on met à bord de plateformes aéroportées. Là, on a un peu la même chose. On envoie un signal, on est capable de générer un nuage de points, puis on est capable aussi de former l'équivalent d'une image acoustique. Et chaque pixel contient la force du retour de l'onde acoustique. Donc les deux ensemble, on arrive à avoir une caractérisation du relief et de la nature du fond et des éléments en présence. Et lorsqu'on parle de la nature du fond, donc on parle, par exemple, distinguer du roc de du sable? Ou est-ce que ça, mais est-ce que ça peut... Aussi. Mais est-ce que ça peut, par exemple, dire, OK, on est dans une zone avec une forte présence d'algues ou c'est des choses qui sont absolument. C'est sûr que la nuance en disant ben c'est plus de la vase, c'est plus du sable, c'est parfois un petit peu plus difficile à obtenir, mais c'est sûr qu'on n'a pas un retour qui est équivalent si on a des algues, une roche qui est dure ou un fond qui est plutôt mou. Donc, c'est des différences dans la force du retour qu'on va être capable de caractériser. Ça va être aussi, s'il y a des épaves ou des objets sur les fonds, des choses qu'on va être capable de détecter. Notamment, là, si on a des objets, un petit peu des restes d'infrastructures ou des restes aussi de pêche aussi. Aussi, il y a des travaux sur la pêche fantôme. C'est avec ce signal-là aussi qu'on travaille parce que c'est comme quand on envoie un son. Là, si on envoie un son plutôt dans une paroi qui creuse ou une paroi qui est dure, ce qui revient n'est pas de même force. Avec le sonar, c'est la même chose. Si on a des objets plus métalliques, des éléments qui sont issus du bâti ou des choses construites, la force du retour va être plus forte que les éléments naturels. Est-ce que vous êtes capable aussi, dans le fond, de déterminer un peu la santé du cours d'eau, comme par exemple l'eutrophisation par peut-être l'épaisseur de la couche de sédiments? C'est moins dans mon domaine à moi d'intervention, mais oui, il y a plus des spécialistes dans ce domaine-là qui vont utiliser des systèmes équivalents à ce que nous, on utilise en cartographie, effectivement, pour aller plus analyser l'épaisseur du sédiment. C'est ça. Donc, avec la donnée, on est quand même capable de travailler, par exemple, pour pouvoir obtenir comme l'épaisseur de sédimentation. Oui, absolument. Okay. On va aller chercher une fréquence adaptée, mais oui, c'est des systèmes équivalents qui nous donnent cette information-là. Dans ce cas-là, on rentrerait pas davantage, par exemple, justement dans les hautes fréquences, où est-ce qu'on va aller dans la colonne de sédiments? Non, c'est plutôt les basses fréquences. Oui, les basses fréquences. Absolument. On va dans les basses fréquences, et puis là, on pénètre vraiment le sédiment, puis on peut aller quand même relativement profond pour avoir une caractérisation du sédiment. Oui, c'est vraiment... c'est étonnant de voir le type de données qu'on est capable d'aller chercher. Est-ce que c'est possible, puis là, peut-être ça sort un petit peu de votre champ d'expertise, là, mais... le multifaisceau permet d'avoir l'interface, donc vraiment l'interface du sol, là, si on peut dire, là, le fond marin. Est-ce qu'il y a du multifaisceau en basse fréquence qui permettrait de faire un nuage à l'intérieur du sédiment? C'est plutôt des profileurs. Les profileurs. Les systèmes qui existent, ce sont des profileurs. Okay. Puis... c'est un petit peu compliqué. Le fait de travailler en multifaisceau, justement, là, il y a des principes acoustiques un petit peu qui sont appliqués, puis en tout cas, la mécanique interne fait qu'on n'est pas capable forcément de tout faire, de créer toutes les antennes possibles à différentes fréquences. Donc, si on commence à tomber dans les basses fréquences, c'est compliqué d'avoir une antenne qui est assez miniaturisée là, pour faire du multifaisceau. OK. Bon, changement de sujet, là. On a tellement de choses à discuter. Donc après, j'imagine, après la Californie, c'est le retour... C'est l'arrivée à Québec, en fait? Non, ça y a un petit tour en France, là, quelques années aussi. Toujours dans l'industrie. Puis, toujours en Bretagne? Oui, proche de la Bretagne. J'étais à Nantes, donc pas si loin. OK. Puis c'est ça, là. J'étais de nouveau dans l'industrie, mais plus à travailler avec des systèmes de
vision artificielle, donc contrôle de qualité beaucoup sur les chaînes de production, de fabrication. Et puis, c'est là où moi... Dans une entreprise privée? Oui, entreprise privée encore, mais ça m'a donné l'occasion de commencer à travailler avec les systèmes, justement, laser, qui étaient un petit peu plus utilisés en métrologie aussi. Donc, j'ai mis le pied à l'étrier sur l'aspect LIDAR un petit peu à ce moment-là. Je me suis un peu plus déconnectée, je dirais, de la cartographie. On parle de quelle année à peu près? 2002-2003, par là. 2002-2003, donc des systèmes laser 2002-2003. Ouais, c'est ça. Donc, c'était des systèmes qui étaient, entre autres, utilisés en avionique pour... il y avait des besoins de contrôle qualité, justement, de la surface, des ailes des avions. Donc, il y avait déjà des systèmes qui n'étaient pas à balayage, qui étaient plus ponctuels, mais qui permettaient déjà, avec le principe de mesure laser, là, d'aller chercher justement de la mesure de la représentation 3D de forme. OK. Et c'est ça. Puis c'est après ça que là, la migration vers Québec s'est faite en 2004, là où j'ai démarré officiellement là, au département des sciences géomatiques. OK, donc c'était le premier pas dans le milieu académique. Oui, absolument. Okay, donc, expérience industrielle essentiellement avant. Okay. Puis, vous êtes rentré comme professeur directement ou post-doctorat? Non, directement professeur? Directement professeur d'opportunité. Ben oui, un profil qui correspondait justement un petit peu avec mon bagage, avec un profil ingénieur qui était recherché, donc forcément ça me correspondait bien. Puis des compétences en imagerie aussi, c'était télédétection à l'époque, mais avec quand même une approche un petit peu plus, je dirais, orientée sciences cognitives, intelligence artificielle quand même, qui avait été identifiée. Là. OK. Puis, donc, là, en télédétection, vous êtes toujours sur des capteurs actifs ou les deux, du passif et du actif. Exactement. Au niveau de télédétection plus classique, satellitaire, je travaille plus en imagerie passive, donc imagerie optique, multispectrale. Essentiellement, le focus pour moi, c'est le milieu urbain. Là, à partir du moment où je mets de côté mes travaux sur le sous-marin, quand je reviens sur des projets plus orientés télédétection, je dirais l'environnement d'application, c'est plus le milieu urbain. Donc, l'imagerie satellitaire plutôt à haute résolution ou très haute résolution, justement, pour le type de projet que j'ai mené. Un petit peu de photogrammétrie aussi, là, à l'occasion. Et puis, de plus en plus, maintenant, du LIDAR. Là. C'est beaucoup le volet que j'ai développé, je dirais, en arrivant au département. Puis, c'était quoi, surtout au niveau urbain? C'était quoi les sujets, les problématiques auxquelles que vous vous attaquiez? Beaucoup déjà avec une ambition d'aboutir à la reconstruction 3D de bâtiments. Donc maintenant, on a des ambitions qui sont très larges, là où on veut vraiment reconstruire à l'échelle d'une ville. Au début, c'était plus, on y va avec un bâtiment, donc des approches alternatives un petit peu à ce qui se faisait justement en photogrammétrie. Avec la donnée satellitaire? Non, avec la donnée LIDAR au départ. En satellitaire, les projets qu'on a menés en urbain, c'était un petit peu plus de essayer de commencer à regarder l'extraction des empreintes au sol des bâtiments. À une certaine époque, on a regardé ça. Ça, c'était des enjeux qui étaient quand même intéressantes, surtout pour les départements d'urbanisme. Exactement. Est-ce que je me trompe en pensant que c'est rendu relativement maîtrisé? Maintenant, oui. Et puis, c'est justement à cause du LIDAR aéroporté que c'est venu maîtriser. Il y avait beaucoup d'efforts à travailler justement sur la donnée d'imagerie. Il y avait beaucoup d'enjeux liés à la présence des ombres, entre autres des bâtiments, là, sur l'imagerie satellitaire. Puis le LIDAR a amené aussi beaucoup plus de capacité de cibler tout de suite là, la zone d'intérêt avec juste sur la hauteur des points. Moi, je vais donner un petit talk à propos des départements d'urbanisme, puis justement la donnée qui est maîtrisée. Il y a beaucoup de villes que les géomaticiens qui travaillent sur ces données-là et les urbanistes se parlent pas assez. Cette donnée-là, je trouve qu'elle n'est pas assez véhiculée, en fait.
C'est bien possible. Pour travailler avec plusieurs départements d'urbanisme, des fois, ça travaille en silo et tout. Je pense que c'est un enjeu général. C'est un enjeu assez quasiment inquiétant quand tu réalises tout ce qui se fait d'un côté puis qui n'est pas mis à profit de l'autre côté. Là, tu sais. C'est ça. Il y a peut-être aussi des enjeux justement de partage de données, avoir accès à des infrastructures qui facilitent ce partage-là, parce que on peut avoir la donnée disponible d'un côté, puis si elle n'est pas facilement accessible, ça limite un petit peu la capacité de la récupérer dans un autre domaine. Ouais, c'est ça. Donc, le partage de données, de plus en plus, les sites à partir desquels on peut trouver un petit peu un recensement de ce qui est disponible et facilement la récupérer, je pense que ça va aussi faciliter le fait que ça percole plus d'un domaine à l'autre. C'est une des choses, puis on en a déjà parlé dans le cadre de ce podcast-là. Mais, plusieurs fois, je pense. Présentement, par exemple, si on veut accéder à la donnée LIDAR du Québec, on obtient juste le modèle numérique dérivé. On n'a pas accès à la donnée brute. Tout à fait. Ce serait intéressant d'avoir accès à cette donnée brute-là. C'est ça. C'est sûr qu'il y a un enjeu aussi d'être capable de la traiter, cette donnée-là, parce que quand on la récupère, elle est vraiment volumineuse. Puis ça demande aussi des capacités de traitement qui vont avec. Mais c'est vrai que pour plusieurs, d'arriver tout de suite à la donnée de départ et non à la donnée transformée, ça amène beaucoup plus de capacité là, à produire d'autres produits livrables qui vont avoir une valeur ajoutée. Là. Puis est-ce que le fait... j'ai l'impression que les gros programmes d'acquisition en termes de... en fait, ce que je me rappelle, c'est quand on travaillait dans le satellitaire, les premiers programmes d'acquisition étaient des programmes gouvernementaux. Absolument. Mais rapidement, l'industrie privée a rentré. Puis j'ai comme l'impression qu'il y a eu une accélération de l'acquisition au point de vue satellitaire. Puis présentement, j'ai l'impression qu'on voit cette accélération-là au point de vue LIDAR, c'est-à-dire que oui, il y a les programmes d'acquisition gouvernementaux, mais on a reçu Jakarto ici qui fait ça. Puis à Québec, il y a aussi Xeos qui travaille sur ce genre de projet-là. Est-ce que vous voyez une accélération de l'acquisition? Ou? C'est sûr qu'il y a une accélération de l'acquisition, puis je pense que ça vient aussi avec le fait que ces capteurs-là sont plus accessibles aussi au niveau coût, là. Puis on va avoir aussi une gamme élargie aussi de ces capteurs-là. Donc, c'est pas tout le monde qui a besoin d'aller chercher une capacité d'acquisition aussi de qualité que Jakarto, par exemple. Donc, on va peut-être aller chercher des capteurs moins bons, mais ça donne accès à ce type d'acquisition jusqu'à le retrouver dans des produits grand public comme les tablettes maintenant qui ont... Apple a intégré un système LIDAR. Donc, la gamme de données qu'on est capable d'aller chercher avec différentes qualités, ça s'accélère, c'est sûr. Est-ce qu'on en a suffisamment pour ce qu'on veut faire? C'est notre question. Dans quelle mesure cette donnée-là, elle est facilement accessible aussi, là? Nous, on a la chance de travailler avec Jakarto, donc c'est sûr c'est sûr qu'on est très content de pouvoir leur demander aussi de profiter de leurs données justement pour mettre au point aussi nos méthodes. Là. Mais c'est de voir c'est quoi... quelles sont les infrastructures finalement qui rendent publique cette donnée-là ou qui leur qui donnent accès. Puis c'est sûr qu'il y a des modèles d'affaires associés à ça. Donc c'est quoi la partie qui doit être encore développée par le privé? Quelle est la part du public gratuit qu'on doit retrouver aussi? Je pense que la disponibilité des capteurs amène ces questions-là maintenant qu'elle ne les amenait pas avant parce que il y avait un nombre de joueurs qui était trop limité pour pouvoir se les poser, ces questions. Oui, c'est ça. Puis là, on arrive avec une situation où est-ce qu'on commence à avoir une donnée, pas encore suffisamment, mais quand même, on commence à avoir une donnée massive. Donc là, on rentre dans le traitement et ça, c'est des choses sur lesquelles vous travaillez actuellement, sur l'identification d'objets, autant visuels que...
que LIDAR, j'imagine. Oui. Là. Ça ressemble à quoi, en fait, ce que vous faites comme détection d'objets? Alors, nous, on est beaucoup actuellement au niveau du LIDAR sur ce qu'on appelle la segmentation sémantique. Donc, ces nuages de points-là, ils arrivent en général avec une coordonnée. Donc, ça nous permet de les géoréférencer, on est content, mais il n'y a pas de sens associé. Un point, là, qu'est-ce qu'il représente comme objet réel de l'environnement? On ne le sait pas. Donc, l'approche de segmentation sémantique, c'est ça qu'elle vise à faire, là, c'est de donner une étiquette, un sens à chacun des points. Donc, les approches qu'on avait appliquées jusqu'à présent, c'était beaucoup ce qu'on appelait du machine learning. Donc, on revient un petit peu à ce qu'on a discuté tout à l'heure, des approches un peu classiques qui fonctionnent bien pour un cas en particulier, mais qui généralisent pas suffisamment. Et donc là, on est en train de basculer vers les approches de réseaux de neurones profonds qui, elles, vont nous donner cette capacité-là de généralisation, mais qui nous nécessitent au départ de disposer de données déjà étiquetées. Puis là, il y a un gros enjeu parce que la donnée étiquetée, il n'y en a pas tant que ça. C'est beaucoup des jeux de données publics. Donc, on va retrouver des jeux de données qui, en général, sont très propres. Il n'y a pas beaucoup de bruit, il n'y a pas beaucoup de données erronées. Et puis, ce sont des jeux de données qui correspondent à des cadres d'application assez particuliers. C'est souvent les mêmes capteurs qu'on retrouve. Donc, notre capacité à proposer une solution qui va fonctionner avec des jeux de données réels où il y a beaucoup de bruit, ça ne correspond pas tout à fait au même type de capteur, la donnée n'est pas représentée de la même façon, ça devient compliqué. Okay. Donc, il y a des enjeux de faire fonctionner ces solutions-là de réseaux de neurones profonds avec de la vraie donnée réelle, dans des contextes diversifiés, ce qui nous amène, nous, de plus en plus, justement, à regarder vers les approches qui sont non supervisées, donc qui ne nécessiteraient pas au départ de disposer de données étiquetées. Mais on a toujours besoin de données. Donc, là, on parle d'approches non supervisées, en fait. Supervisées. Donc, on laisse le jeu de données, puis... Absolument. Les traitements. On établit quoi? 5-6 classes qu'on veut établir, puis là, le jeu de données, comment on... La non-supervision, souvent, le principe de fonctionnement, là, c'est que on va essayer de lui faire apprendre la structure, la géométrie contenue dans la scène, mais sans lui demander de reconnaître de classe. Donc, ce qui peut fonctionner, là, parce que c'est des choses qui s'appliquent en imagerie. En imagerie, ce qu'ils font, c'est des fois, ils cachent une partie de l'image. Donc, ils cachent à l'entrée, mais à la sortie, ils lui montrent l'image entière. Donc, on va faire apprendre le réseau en ayant une donnée partielle en entrée, mais en lui disant la donnée complète en sortie, c'est celle-là. Et donc, juste avec l'association des deux, le réseau va apprendre des éléments saillants, représentatifs de la géométrie des objets dans la scène. Et c'est là où la non-supervision intervient. Donc, lui, il va se pré-entraîner à reconnaître de la géométrie, de la structure, etc. Quand le réseau est pré-entraîné, là, on peut le faire fonctionner. Des fois, on fait ce qu'on appelle de la supervision un petit peu faible, où on va donner un nombre limité de données étiquetées. Donc, on va faire du fine-tuning de notre modèle qui a appris largement tout seul la structure interne des éléments présents dans la scène. C'est ce qu'on appellerait de la classification semi-supervisée? Oui, c'est de la semi-supervisée, mais on l'appelle même faible parce que le pourcentage de données étiquetées qu'on va lui fournir juste pour s'ajuster, là, une fois qu'il a fait sa partie non supervisée, elle est quand même très, très limitée. Okay. Puis, l'état de l'art, pour l'instant, montre qu'on serait capable d'aller chercher entre une approche totalement supervisée, que c'est 100% de la donnée labellisée. Là, on peut descendre à du 20%, 10% de la donnée étiquetée là, pour juste faire le fine-tuning. Donc, ça nous amène quand même avec beaucoup plus d'opportunités de mettre au point des méthodes sans cet enjeu aussi fort de la donnée étiquetée. Donc, nous, c'est là-dessus qu'on travaille actuellement. OK. Puis, tu sais, j'ai l'impression qu'actuellement, d'après ce que je vois, on commence à bien maîtriser
la vision par ordinateur. Ouais. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est... Est-ce que au niveau du lidar, parce qu'il y a quand même des défis complémentaires associés au lidar, puis Tout à fait. est-ce que la donnée en entrée, est-ce que c'est le nuage de points ou c'est un modèle, c'est une matrice vous allez comme... Qu'est-ce qui rentre là? C'est ça. Nous, dans les approches qui nous intéressent, on reste sur le point. Okay. Donc, quand on travaille avec du nuage de points, effectivement, ce qu'on peut proposer à l'entrée du réseau peut prendre différentes formes. Nous, on considère qu'on a plus intérêt de rester sur le point parce qu'on n'a pas ce surcoût à transformer la donnée pour la mettre en forme et ensuite la proposer à l'entrée du réseau. Donc, nous, on travaille uniquement avec des nuages de points. Donc, nous, c'est des sous-groupes de points. Chaque point a sa coordonnée X, Y, Z, éventuellement l'intensité, qui rentre dans le réseau. Mais il y a effectivement d'autres approches qui sont possibles. On peut passer de la donnée nuage de points à des voxels. Donc, à ce moment-là, on arrive effectivement à une grille structurée 3D. Et puis, on retrouve des approches qui sont un petit peu plus similaires à ce qu'on va retrouver en imagerie. Okay. Il y a de plus en plus aussi de travaux qui nous amènent vers les graphes. Donc, on part du nuage de points, on crée un mesh. Ah oui, OK. Puis, on régénère une structure de graphe à partir du mesh. Puis, c'est le graphe qui va être comme la donnée d'entrée dans le réseau. Donc, il y a plusieurs déclinaisons possibles de la structure du nuage de points qui peut se présenter à l'entrée du réseau. Ça ressemble à quoi un graphe? Un graphe, ça va être, par exemple, on fait un mesh, un tin. Ouais, okay. Le sommet va être comme un nœud du graphe, puis le point du tin qui est relié à d'autres points. OK, c'est un peu le réseau, en fait. Ouais, c'est ça. On recrée un graphe à partir du réseau du mesh. OK. Hey, voxel, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ça. Ouais, c'est ça, moi aussi. Wow. Ben, c'est utilisé beaucoup, je pense, dans le domaine minier, le voxel. Aussi, oui, c'est vrai qu'en géologie aussi, beaucoup, là, on travaille en 3D, en voxel, effectivement. Ouais, mais l'essentiel de vos travaux, c'est quoi comme... C'est pas juste urbain, c'est beaucoup urbain, puisqu'on se place beaucoup, nous, dans l'idée de vouloir reproduire une représentation 3D des villes. Ouais. Donc, on rentre dans le contexte de ce qu'on appelle maintenant beaucoup le jumeau numérique. Ouais. Donc, le contexte de maquette 3D, jumeau numérique urbain ou de ville. BIM, SIM, un peu. C'est ça qui rentre aussi là, un petit peu dans ces notions-là. Là, moi, ça fait pas mal d'années que je reste dans ce contexte-là de prendre ma donnée, de la traiter, puis de me rapprocher le plus possible d'une représentation 3D à l'échelle urbaine qui va me donner beaucoup plus de capacité après à intervenir, à faire de l'inventaire, à faire des mises à jour. Et puis l'autre aspect de la 3D là, qui m'intéressait dans la représentation 3D aussi, c'était d'aller vers la réalité augmentée en extérieur. Donc, on a eu aussi quelques travaux sur ces éléments-là parce que déployer de la réalité augmentée en extérieur nécessite d'avoir comme des points d'accroche 3D descriptifs dans l'environnement. Donc, il y avait une logique à dire, je pars de ma donnée captée, je produis un modèle 3D, puis ensuite, je peux aussi exploiter ce modèle 3D là pour proposer des visualisations ou des déambulations dans la maquette 3D là, qui soit augmentée d'éléments graphiques ou d'informations. Est-ce que ça va pas plus loin que... En fait, il n'y a pas un terme qui s'appelle, je crois, la réalité mixte pour dire... Oui, c'est ça, exactement. Lorsqu'on rentre on cache des objets de réalité augmentée derrière des objets physiques. Absolument. Il y a eu plusieurs termes qui ont été utilisés. Au départ, c'était réalité augmentée, effectivement. Donc, on avait dissocié réalité virtuelle, tout est virtuel. Réalité augmentée, on met des objets virtuels graphiques dans la réalité. Mais c'est ça, puis je pense que c'est un petit peu aussi avec l'avènement de casques comme l'HoloLens, là, où l'idée de dire, on le met dedans, mais on le met de manière réaliste et vraiment ancré dans la réalité. Là, on arrive sur de la réalité mixte parce que
Par exemple, avec certaines augmentations, là, je mets des choses à flotter dans la réalité, là, mais ça n'a comme aucun rapport avec l'environnement qui est autour. On ne le prend pas en compte. S'il y a des pitons qui passent devant mon objet graphique, ils ne cachent absolument pas. Donc, l'idée de dire on va essayer d'insérer ça de manière beaucoup plus immersive, réaliste, et effectivement de prendre en compte la réalité par rapport à l'augmentation, c'est devenu la réalité mixte. Puis quel genre de classification vous recherchez surtout? On recherche des classifications qui correspondent à ce dont on a besoin en termes d'aménagement urbain, donc du bâti, mobilier urbain, la route, les trottoirs, la végétation, les poteaux, les fils électriques. Type de végétation? Non, nous on rentre pas dans la végétation. Juste identifier la végétation. Des fois on dissocie, c'est vraiment ce qui va être plus des arbres, de la végétation basse, qu'on va retrouver plus, je sais pas, devant des maisons par exemple. Des éléments de bâtiment, est-ce que ça, il y a des classifications qui ont... Pas tant que ça, non. On reste vraiment au niveau bâti. Là, c'est structure bâtie, et puis ça s'arrête là. On avait un travail de maîtrise qui s'est intéressé justement à extraire les ouvertures dans les bâtiments, surtout dans les habitations, donc portes, fenêtres, mais on est allé vers des approches classique machine learning. On n'est pas allé vers du deep parce que on n'a pas les données d'apprentissage. Puis le contexte dans lequel on l'a appliqué, on était en dehors du cadre urbain dense. Donc c'était vraiment très résidentiel, semi-rural. Donc en termes de forme de maison, de forme de porte, de forme de fenêtre, c'était très 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 variable. Or, il y a beaucoup d'approches et de solutions qu'on voit. Ils prennent en compte le fait qu'on a une belle façade qui est bien verticale. Il y a une répétition. Si je trouve une fenêtre, il y a des chances que les suivantes, elles vont être à peu près alignées, avec la même forme. En milieu urbain, classique comme Montréal, c'est des choses qu'on va voir. On sort un milieu un petit peu plus, comme je dis, semi-rural, ou des plus petites villes, pavillonnaires. Ça s'applique plus. Donc c'est là où on voit que les jeux de données publics d'apprentissage nous donnent une catégorie d'éléments qu'on peut reconnaître ou classifier. Mais il y a encore tout un contexte d'application justement d'exploitation des données LIDAR ou des données d'imagerie pour lesquelles on n'a pas réellement de jeux de données publics qui vont nous permettre d'entraîner ou même de valider la donnée. Au niveau de l'étiquetage, vous procédez comment? Est-ce que vous avez... j'imagine que ça peut être un beau stage de... Nous, c'est ça. Comme je dis, l'avantage, c'est qu'on travaille avec des intervenants, des fournisseurs qui ont déjà fait le travail avec nous. Donc, dans le cas de Jakarta, eux avaient déjà la donnée étiquetée. Donc, nous, on a pu en profiter. Il y a quand même, comme je dis, beaucoup de jeux de données publics. Donc, c'est aussi vers cela qu'on s'oriente. Quand on sait que la donnée est déjà étiquetée, c'est sûr que ça va être des jeux de données qu'on va utiliser. D'autant plus que c'est souvent ceux qui font office pour se comparer, là, pour, je veux dire, ma méthode, elle se comporte comment par rapport à ce qui a déjà été publié. Ça agit comme benchmark. C'est ça, exactement. Donc, c'est comme un petit peu incontournable. Puis, l'autre voie d'accès qu'on voit, c'est un petit peu comme on l'a fait au travers du projet dont je parlais avec les zones semi-rurales. Si on applique des méthodes plus classiques, là, on fait apprendre, on extrait déjà des données qu'on est capable de labelliser avec des approches classiques. Après, là, ça prend moins de temps pour aller vérifier est-ce que tout est correct, etc. Est-ce que ma donnée étiquetée à la fin, elle est de qualité. Donc, ça peut être des approches que nous, on va plutôt favoriser, là, de dire on marche en classique. Machine learning, c'est des algorithmes éprouvés. On prend un jeu de données, on le fait rouler dessus. On va aller apporter les corrections, mais l'ampleur du travail va être moindre que tout faire à la main. Puis, est-ce que... j'imagine que vous ne développez pas vos librairies de A à Z. Est-ce que vous êtes
avec TensorFlow, Keras, ce genre de Oui, c'est ça, exactement. Ouais. TensorFlow, Keras, beaucoup PyTorch aussi dans les développemps qu'on a. Mais oui, on utilise ce qui existe. Ce qui existe. Oui, c'est ça. Nous, on va être beaucoup plus, comme je dis, de mettre au point des solutions qui profitent de réseaux existants. Donc, on va amener des adaptations qui vont nous permettre de faire fonctionner des choses qui n'étaient pas forcément adaptées au nuage de points à grande échelle pour l'extérieur. Okay. On va être beaucoup moins dans le fondamental de recréer des architectures, proposer de nouvelles architectures. Donc, dans nos interventions, on n'est pas tant des spécialistes fondamentaux du réseau de neurones, mais on comprend ce qui est fait, comment ça fonctionne, puis on connaît nos données. Puis je pense que c'est là aussi où vient notre expertise, là, c'est de maîtriser réellement c'est quoi cette donnée-là, sa représentation, etc. Puis de savoir ajuster peut-être différents mécanismes existants pour réellement tirer profit, puis s'ajuster aux caractéristiques de nos données. Okay. Est-ce que c'est fini de votre côté, le sous-marin? Ou... Non, ça en parallèle. OK, il y a en parallèle aussi. Ouais, puis vous utilisez également l'intelligence artificielle dans le sous-marin? Oui, mais toujours dans des approches vraiment classiques, comme je dis, machine learning, approche de raisonnement, modèle conceptuel. On a commencé un petit peu à tâtonner avec les approches de réseau de neurones profonds pour le sous-marin, pour les nuages de points en particulier qui viennent de l'acoustique, mais c'est compliqué parce que la donnée est extrêmement bruitée. On a peu de données d'apprentissage en termes de données massives, de données étiquetées, et puis ce sont des formes naturelles. Les formes, c'est pour ça aussi l'urbain. OK, c'est moins l'urbain, moins orthogonal. C'est ça. L'urbain me facilite la tâche. Il y a beaucoup de géométrie, il y a des choses très bien structurées. On en tire profit. Le sous-marin, là, on tombe sur des formes naturelles, donc beaucoup de variabilité. Il n'y a pas forcément de récurrence sur certaines formes, donc ça devient compliqué à extraire de l'information ou de la connaissance à partir de ces données-là. Donc, on a commencé à regarder, mais comme je dis, pour l'instant, c'est pas tout à fait concluant. Donc, on préfère appliquer, comme je dis, des méthodes peut-être un peu plus traditionnelles, mais même à ça, il y a des contextes où on continue de faire l'extraction de connaissances vraiment de manière manuelle. Donc, même nous, si on amène une approche automatisée, même si d'un contexte à l'autre, on est obligé de s'ajuster, c'est déjà beaucoup plus efficace que ce que certains projets ou manières de faire appliquent. Là. Est-ce que, lorsque vous utilisez, par exemple, un nuage de points 3D, est-ce que vous pouvez... est-ce que c'est possible de coupler imagerie conventionnelle ou imagerie 360 avec le nuage de points, puis de venir... Comme draper. Oui, c'est ça. C'est des choses qui sont faites aussi. Absolument. Puis... ça reste, comme je dis, des choses même que... on va le citer encore, mais que Jakarta fait, là, où ils ont toute la donnée, puis ils ont développé leur propre mécanisme, justement, pour venir associer la donnée image au point qui lui correspond, là, ayant déjà toute la géométrie de leur capteur connu, là, c'est des choses qui sont faisables, mais même à ça, c'est recaler de la donnée d'imagerie sur du nuage de points LIDAR, c'est des choses qui se font effectivement, et puis il y a une plus-value. Oui, puis il y en a qui le font bien, là, des systèmes maintenant mobiles là, qui est vraiment très bien fait avec avec une bonne qualité d'image aussi. Surtout que le nuage de points peut être colorisé aussi. Absolument. Ça vient ajouter une donnée complémentaire. Absolument. Et puis, ça reste que le nuage de points là, du LIDAR, c'est de la géométrie pure, alors que l'information d'imagerie, elle nous amène beaucoup plus de connaissances complémentaires, toujours pareil sur la nature, des matériaux, les objets réellement présents. Là, on a plus de capacité d'interprétation avec l'image. Est-ce que vous vous intéressez beaucoup justement aux matériaux? On a commencé à regarder un petit peu. Des enjeux comme les îlots de chaleur, ces trucs-là? C'était
pas dans des contextes d'îlots de chaleur, mais on avait commencé à regarder effectivement. C'était plus en lien avec les inondations. Donc, essayer de détecter justement la nature du matériau des maisons aussi. Toujours pareil pour anticiper, là, dans le cas d'inondation, quelles sont les habitations qui sont à risque. Qui sont plus vulnérables. Qui sont plus vulnérables, exactement. Donc, on avait regardé un petit peu. Côté LIDAR, juste sur l'intensité, on s'était posé la question si l'intensité était suffisante pour caractériser le matériau. Puis, non, on manquait de capacité vraiment de discernement. Puis, c'est plus l'imagerie. Ah ouais? Et ça doit être dur de travailler sur par exemple, une donnée d'intensité parce que l'angle... Absolument. Tu sais, je veux dire, il joue beaucoup, là. Absolument. La distance aussi. La distance La aussi, distance du capteur à la surface, là, ça va influencer beaucoup. Donc, effectivement, ça amène la difficulté aussi à extraire de l'information qui est discriminante réellement, là. On peut toujours séparer tel type de matériau d'un autre. Puis, c'est quoi ton rôle, toi, au niveau du département de génie Alors, moi, mon rôle, c'est ça, au département des sciences géomatiques à l'Université Laval. Moi, je suis à la direction du programme de baccalauréat en génie géomatique. Donc, c'est pour ça que je suis plus du côté génie. Donc, c'est ça, 2 baccalauréats en termes de formation. Le baccalauréat en sciences géomatiques, qui est le baccalauréat qui forme les arpenteurs géomètres. Donc, c'est le seul programme de baccalauréat à former les arpenteurs géomètres au Québec. Puis, le programme en génie géomatique, qui est donc, lui, à former les ingénieurs. Est-ce que c'est le seul? C'est le seul au Québec. Hein? C'est ça, exactement. C'est quoi la différence entre les deux? Ça semble être une question très générale, mais il y a des gens qui se posent cette question-là. Absolument, c'est une très bonne question parce qu'on pourrait se dire, là, il y a quand même beaucoup de similarités. Donc, là aussi, les fondamentaux vont être les mêmes. Là. Donc, une formation de base quand même très solide, très ancrée dans tout ce qui est lié géodésie, référence OK, vous avez un tronc commun quand même. On a un tronc commun. D'accord. Okay. Puis, petit à petit, la séparation se fait avec l'arpentage qui va aller davantage du côté foncier, légal, délimitation. Puis, au niveau génie, nous, on va s'orienter davantage vers l'informatique. Donc, beaucoup plus de contenu informatique, de la programmation. On va rentrer beaucoup plus dans le volet traitement des données aussi. Puis, au niveau de la formation en génie, ce qu'on va développer beaucoup, c'est la conception, la résolution de problèmes, la validation aussi. Le principe de génie, c'est vraiment d'attaquer des problèmes qui ont besoin de solutions qu'on doit concevoir. On va le faire justement après en validant les concepts qu'on met en place. Puis surtout, c'est que quelque part, il y a aussi un risque pour la population là, dans le type de projet qu'on aborde. Donc, il faut une fiabilité du résultat et de la solution qu'on va proposer. Donc, c'est un petit peu cette démarche-là aussi qui teinte les cours, un petit peu les livrables, la formation qu'on va aussi donner aux étudiants qui vont suivre la filière génie géomatique. Okay. Donc, quand on parle vous parliez de risques pour la population, là, on parle d'enjeux, par exemple, je sais pas moi, en termes, une mesure erronée peut engendrer exactement. Des Il faut, si on publie de la donnée, il faut valider que notre donnée est correcte, valide et n'engendre pas de risque pour la population. Un exemple, un travail pour la Sopfeu où on leur fait une cartographie web sur les endroits où ils doivent intervenir. Il faut s'assurer que les endroits qu'on indique sont sécuritaires, etc. Donc, la démarche de proposition de la solution, elle doit nécessiter de valider le résultat, de s'assurer qu'on répond à des normes en général par rapport au livrable. Puis ça peut être sur le produit livrable, comme ça peut être aussi sur le procédé. Le procédé doit être validé parce qu'il doit être robuste, répétable, donner toujours la même réponse, etc. Donc c'est un petit peu dans ce cadre applicatif qu'on va penser le génie géomatique
par rapport à d'autres activités qui sont liées aussi au domaine de la géomatique, où il y a certaines choses qui vont être communes. Acquérir de la donnée, ça, c'est pas réservé à l'ingénieur. Ça va arriver peut-être dans une de ces tâches, mais ce qui va faire vraiment sa spécificité, je dis, c'est vraiment le cadre applicatif, à quoi on s'attaque comme type de travail à réaliser, d'activité, de tâches, puis qu'est-ce qu'on doit s'assurer à la fin dans ce qu'on va remettre. Ben, j'ai l'impression... si j'avais une distinction rapide et peut-être un peu boboche à faire entre les sciences géomatiques et le génie géomatique, j'ai l'impression que les sciences géomatiques s'intéressent beaucoup plus à l'acquisition, alors que vous vous intéressez peut-être un peu plus au traitement, diffusion. Un petit peu. Ouais. C'est sûr que, on peut l'aborder, puis il y a un volet acquisition qui peut être présent, mais c'est vrai qu'il y a quand même un focus important sur ce qui vient après, une fois que la donnée est acquise, effectivement, et puis on serait plus à certifier quelque part le procédé qui vient après, une fois que la donnée est acquise, alors que l'arpenteur est là aussi pour certifier la qualité de la donnée acquise. Ouais. C'est quoi les débouchés quand on sort, par exemple? Génie conseil, donc beaucoup de firmes, pour peut-être pas toutes les nommer, mais en tout cas, j'ai plusieurs en tête des firmes de génie conseil, Hydro-Québec. Surtout génie conseil? Pas uniquement, non, mais c'est des places où on a aussi plusieurs de nos diplômés qui se sont retrouvés. On a beaucoup aussi de nos diplômés qui se retrouvent dans les ministère de la sécurité publique aussi. Là, c'est des endroits aussi qui ont beaucoup d'intérêt pour nos diplômés. Puis de plus en plus des nouveaux domaines aussi qui sont très intéressés par le génie géomatique, comme le domaine de l'assurance, par exemple. Ah, d'accord. Avec les actuaires et tout. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux de localisation aussi qui interviennent. Donc, c'est des nouveaux domaines aussi dans lesquels on voit que nos diplômés arrivent à se placer. Là. Est-ce qu'au niveau médical, ça attire? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de... Il y a quand même peut-être des fois des atomes crochus avec le domaine médical. C'est ce qu'on a vu plus, c'était, je dirais, dans le domaine de plus peut-être la propagation de certaines maladies. Plus santé publique. Plus à ce niveau-là et non moins au niveau comme, tu sais, je sais pas moi, tu sais, des scans, des cartographies du cerveau, whatever. Oui, absolument. Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait du monde qui se plaçait moi, j'avais fait un cours avec Monsieur Bournival. Bouliane, exact, qui avait travaillé sur de la photogrammétrie. Absolument. Donc, c'est pas exclu, je dirais, c'est pas forcément le débouché premier auquel on va penser, mais c'est pas exclu absolument, là, parce que effectivement, on va retrouver des principes de photogrammétrie dans ces domaines-là. Donc, un petit peu comme moi, j'ai fait de la photogrammétrie en imagerie sous-marine. Là, il y a des principes de base qu'on va retrouver. La donnée, elle est peut-être pas celle peut-être classique pour de la géomatique, mais les procédés, on retrouve les mêmes. OK. Est-ce qu'au niveau... en fait, j'ai deux questions qui me brûlent les lèvres depuis tantôt. Niveau recrutement, ça ressemble à quoi? Et est-ce que vous formez principalement, en termes de programmation, plus vers le lourd ou plus vers le web? Alors, je vais répondre d'abord à la deuxième. Okay. Au niveau programmation, là, on couvre très, très large. Okay. Donc, on est vraiment là sur programmation de base, Python, C++, Java. Okay. Il y a aussi des cours qui sont plus orientés sur la publication de données sur Internet. Donc, on couvre aussi le volet web. Okay. C'est des directions qu'on vise à un petit peu augmenter aussi la place de l'informatique dans nos cours, donc avec un petit peu plus aussi de formation en lien avec justement le traitement de la donnée massive, un petit peu les serveurs, un petit peu toutes ces choses-là qui sont peut-être moins présentes actuellement, mais que le marché fait qu'on n'a pas le choix de s'orienter vers cette formation-là. Mais on couvre assez large quand même au niveau formation informatique, programmation là, dans nos cours. Au niveau recrutement, nous, on recrute avec surtout des gens qui ont de l'intérêt
pour à la fois les sciences, hein, parce qu'on reste quand même fondamentalement associé aux sciences, donc maths, physique, sciences de la nature, c'est vraiment je dirais la trajectoire classique, mais c'est ça, il faut avoir un certain intérêt pour l'informatique, parce que ça devient incontournable maintenant. Puis, comme dit, les débouchés, nous, l'avantage, c'est que la géomatique est quand même très transversale. Ça s'applique à beaucoup de domaines. Donc, en termes de domaines d'application, il y a énormément de débouchés. Donc, suivant les intérêts des futurs étudiants, là, il y a moyen de se retrouver dans des domaines d'application qui sont très diversifiés. Puis ça ressemble à quoi environ une cohorte? Une cohorte, alors actuellement, je dirais qu'en génie géomatique, puisque c'est celle que je maîtrise le mieux, on tourne à peu près à, je dirais, 17-18 étudiants par année. Ça peut monter à 20, mais c'est là où on en est actuellement, avec un potentiel d'en accueillir davantage qui est bien présent. Puis c'est ça, nous, notre vocation, c'est réellement d'augmenter nos cohortes. Il y a beaucoup d'attrait, je dirais, des employeurs pour nos diplômés. Là, le besoin du marché, ça ressemble à quoi? On a beaucoup de demandes. Là, puis depuis que le programme est créé, c'est sûr que nous, 100% de nos étudiants sont placés, c'est sûr. Là. Donc, puis c'est même avant un petit peu le contexte actuel où il y avait où il y a la pénurie aussi de main-d'œuvre, c'est sûr. Mais même avant ça, là, je veux dire, nos étudiants se placent extrêmement bien. Là, et puis, comme je dis, on a de la place pour en accueillir davantage, et bien au contraire. Et puis, on voit que c'est vraiment le manque de connaître la discipline qui nous freine davantage qu'un manque d'intérêt pour justement là, ce qui est fait aussi bien dans le programme qu'après en emploi. Là. Une fois que les jeunes en général connaissent le domaine, il y a un intérêt, c'est sûr. Donc une cohorte de 17, ça gradue 17... Un petit peu moins. Un ou deux là, qui traînent. Un petit peu moins. On a quelques inscriptions qui viennent aussi, c'est moins fréquent, mais à l'hiver. Donc, plus ceux qu'on perd un petit peu en chemin, des fois aussi. Là. Je dirais, les premières années, forcément, sont toujours un tout petit peu plus difficiles. C'est un peu plus rêche. C'est les matières. Ça se passe souvent. Là, première année. Comme je dis, on place un petit peu les cours qui sont comme incontournables, mais qui sont peut-être moins ceux en lien évident avec ce qui va être fait dans la profession. Donc, on met les briques de base. Peut-être elles sont un tout petit peu moins attractives, mais elles sont essentielles. Et puis, une fois que ça s'est passé, là, on rentre vraiment plus dans le cœur du sujet. Et puis, en général, une fois que cette phase-là est passée, là, ça se passe bien. Ouais. Puis, c'est 4 ans? C'est 4 ans. 4 ans. Ah, d'accord. Puis, ça ressemble à quoi l'avenir du département, en fait, ou comment vous orientez le département? Puis peut-être même vos recherches, qu'est-ce que vous voyez? On parle beaucoup d'intelligence artificielle, c'est beaucoup ça qui s'en vient ou... Ça dépend un petit peu je dirais des domaines de spécialité. C'est sûr, moi je suis plus dans le volet données, donc oui, l'intelligence artificielle, elle vient beaucoup. Moi, ce que je vois beaucoup, malgré tout, comme on a parlé tout à l'heure, là, le BIM, la 3D, la 4D, le côté spatio-temporel, cette capacité réellement à avoir des interactions dynamiques dans des maquettes 3D qui vivent. Hein. On est beaucoup sur de la maquette 3D statique. Hein. On l'a fait une fois, mais ça reste ce que ça est. Donc, de pouvoir faire évoluer cette maquette-là, d'y introduire des flux de données dynamiques, de faire interagir justement différents corps de métier au sein d'une même plateforme. Moi, je pense qu'il y a encore des progrès à faire dans cette direction-là. Puis, il y a des actions qui vont dans ce sens-là aussi. Là. Donc, je pense qu'il y a ce volet-là qui va se développer. Au niveau capteur, là, ce qu'on voit beaucoup, c'est la multiplication des plateformes. Et puis,
des plateformes qui se ressemblent beaucoup quand même, malgré tout, là, qu'on soit sur un bateau, qu'on soit sur un drone, en aéroportée, terrestre, on retrouve toujours un petit peu les mêmes ingrédients. Donc, il va peut-être y avoir quelque part une certaine normalisation, peut-être un petit peu plus entre ces différentes plateformes d'acquisition, et puis peut-être une plus grande capacité aussi à les faire intervenir les unes par rapport aux autres. On en a parlé tout à l'heure là, d'aller chercher de la donnée drone, photogrammétrie, pour aller combler de la donnée lidar terrestre. Est-ce qu'on va avoir plus d'accès à ça? Si la donnée devient ouverte, un petit peu plus facilement partageable, probablement. Ben, tu sais, je pense aussi que les données sont de plus en plus interopérables. Puis, tu sais, les plateformes, justement, souvent, on gagne à en utiliser plusieurs. Puis, souvent, le même capteur qui est utilisé, par exemple, sur une voiture, peut être utilisé sur un drone, peut être utilisé de plus en plus. On voit ça, là. Absolument. Des bons capteurs. Les IMU, j'ai l'impression qu'ils deviennent de plus en plus petits aussi. Donc, tu sais, je veux dire, on a accès à une panoplie de capteurs qu'on n'avait même pas accès, il y a 5 ans, à un prix correct. Absolument. Donc, ça va juste aller en s'améliorant. Absolument. Puis, pareil, avec tous les objets connectés aussi, pour nous, là, c'est beaucoup de données géoréférencées. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a cette donnée-là qui va devenir aussi disponible, comment on va y avoir accès, comment on va l'utiliser. Mais c'est drôle parce que il y a beaucoup d'appareils là, qui utilisent Wi-Fi, comme par exemple les petites balayeuses. Là. Une petite balayeuse là, automatique là, qu'on met chez nous, là, qu'on peut mettre chez nous, là, qui sont connectés sur le Wi-Fi. Là. Mais ces appareils-là se localisent de mieux en mieux puis cartographient de mieux en mieux ton intérieur. Ouais. Fait qu'est-ce qui arrive avec cette donnée-là après? Cette donnée-là, elle est... ça, moi, c'est une très bonne question. Elle est emmagasinée, là, quelque part, là, tu sais. Il y a de plus en plus accès à l'intérieur, à la vie privée aussi des gens. Puis même tous les capteurs, comme on dit, drones, etc., là, ça en prend de la donnée. Et puis des fois... plus que ce que les gens savent en général. C'est ça, exact. C'est quand même assez inquiétant parce que, tu sais, on enregistre des données, on enregistre, les appareils enregistrent ce qu'ils entendent, il y a des photos, il y a des capteurs lidar, il y a des cartographies maintenant de ton appartement. Puis la donnée est envoyée par Wi-Fi. avec des tondeuses GPS là, qui peuvent savoir... Fait que la cartographie du monde, elle se fait là, à l'intérieur et à l'extérieur. Là. C'est quelque chose que je me demandais parce que c'est un terme que j'entends pas souvent, mais que je trouvais quand même intéressant, qui est le concept de cartographie augmentée. Je sais pas si... on dirait que c'est rarement utilisé, mais je trouvais ça quand même intéressant de dire comme une cartographie qui est pratiquement en temps réel avec... j'avais vu par exemple des projets de cartographie augmentée où est-ce que on voyait littéralement les voitures qui roulaient sur l'autoroute là. Est-ce cartographié? Ouais, sur ah ouais. Mais c'est un petit peu avec ça aussi qu'on envisage de mettre à jour les données parce que on fait beaucoup de cartographie, comme dit, on passe une fois, là, mais à l'échelle des territoires à couvrir, après, on va profiter du repassage des voitures. Et puis, ce sont les voitures elles-mêmes, effectivement, qui vont enrichir la cartographie. Puis ça, c'est vrai pour les voitures, mais ça va être vrai pour... n'importe qui va se... Comme ils l'ont fait aussi avec le jeu de Ingress. Le jeu de? C'est le jeu qui Pokémon Go, genre? Avant ça. Avant ça? Ouais, c'était un laboratoire de Google. Le jeu s'appelait Ingress. Puis l'idée, c'était de profiter du jeu en emmenant les joueurs à différents endroits dans différentes villes pour que eux aillent chercher la cartographie, les données de cartographie qui étaient manquantes, et puis quelque part... Ah ouais, OK, ils puisaient, ils captaient pour eux, wow! Et incroyable. Quelque part, Pokémon Go, ça a fait ça aussi, parce que les gens sont allés capter de la donnée sur des endroits qui étaient... où le fournisseur, à l'époque Google, n'était pas capable d'aller chercher lui-même la donnée, donc
on part un petit peu sur ce principe-là aussi dans le cas des véhicules autonomes, en tout cas. Ouais. C'est-à-dire, la première fois, c'est nous qui captons la donnée. Par la suite, ce sont les véhicules en circulation qui vont capter la donnée, elles vont les mettre à jour, et puis elles vont même pouvoir se communiquer de la donnée entre elles en se croisant. Donc, il y a tous les effets aussi de communication, là, de véhicule à véhicule, de véhicule à infrastructure, tout ça aussi qui est envisagé pour avoir une donnée plus à jour, plus actuelle. Oh. Donc, Le monde de la géomatique est intéressant. Déborde. Absolument. C'est juste les géomaticiens, là c'est dans ton téléphone, c'est partout. Puis tout à l'heure, je parlais avec un gars juste avant, puis c'est quoi votre podcast? Je dis, géomatique, c'est quoi ça? Mais c'est ça qui est étonnant. Ça influence sa vie à chaque jour, chaque seconde. C'est ça, c'est tellement présent dans le quotidien, mais c'est un terme qui est encore très mal connu, c'est ça qui est dommage. Oui, tout à fait. Ça va rester underground. Non, mais je ressasse toujours cet exemple-là, mais je donnais une conférence à un moment donné sur la géomatique, puis j'essayais d'expliquer aux gens c'était quoi, puis comment ça pouvait changer leur vie. Puis je leur disais, la plus belle application de géomatique, c'est Tinder, qui est une application de géomatique. Google Maps. Google Maps, mais tu sais... une application que tu te dis pas, ça c'est géomatique. Absolument. Puis pourtant, tout est localisé, tout est... Effectivement. Ouais. Donc, très intéressant. Merci beaucoup d'être passé ça m'a fait plaisir. À l'épisode. Merci d'être venu de Québec. Ouais. Donc, ça met fin au podcast pour cette semaine. Jonathan, est-ce que tu avais des remerciements complémentaires à faire? Bien sûr. Merci à tout le monde qui nous supporte. Notre auditoire, les gens de partout dans le monde, de toute la francophonie, les étudiants. N'hésitez pas, si vous avez un projet que vous voulez nous faire part, vous pouvez toujours communiquer avec nous. Oui, on est très intéressés à en entendre davantage sur les bons coups de la géomatique au Québec et dans la francophonie. Donc, allez sur nos pages Facebook, Instagram, Spotify. On est sur Spotify aussi pour ceux qui veulent écouter ça dans la voiture, YouTube, bien sûr, LinkedIn. Donc, on est joignable partout. Merci bien et merci. À la prochaine.